المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman à Hersé le lendemain du meurtre de 3 soldats libanais par des hommes armés. Le président assure que les responsables seront arrêtés, jugés et punis. Assemblée plénière prévue ce vendredi pour voter sur la prorogation du mandat du Parlement. Ce dossier sera le seul article à l'ordre du jour de la réunion. La Russie dénonce un projet de résolution des États-Unis qui condamne le gouvernement syrien. Pour Moscou, cette initiative va nuire aux efforts déployés pour mettre un terme à la guerre civile. Et à suivre également dans cette édition, l'homme soupçonné d'avoir agressé un militaire à la Défense a été arrêté et a reconnu les faits. Âgé de 21 ans, il s'est récemment converti à l'islam. Le président de la République, Michel Sleiman, en visite surprise à Hersel dans la Bekaa. Il s'est rendu au chevet des militaires au lendemain d'une attaque contre un barrage de l'armée. Une opération terroriste selon le chef de l'État et qui a coûté la vie à 3 soldats. Le président a assuré que les assaillants seront arrêtés, jugés et punis. Reportage. Michel Sleiman au chevet des militaires à Hersal. Le président libanais est arrivé à bord d'un hélicoptère pour s'enquérir de la situation dans cette région de l'Est du Liban qui partage plus de 60 km de frontières libres avec la Syrie. C'est ici que 3 soldats libanais ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans une embuscade tendue par des hommes armés qui ont ensuite pris la fuite direction le territoire syrien. Et ce n'est pas le premier incident du genre. Le 1er février dernier, 2 soldats libanais avaient péri à Hersal dans des échanges de tirs avec des assaillants sans que les forces de sécurité ne réussissent à les appréhender. Le président, ancien chef des armées, évoque une opération terroriste contre l'armée libanaise et promet que les meurtriers seront arrêtés et traduits en justice. Nous avons tiré des leçons de ces incidents et nous allons poursuivre notre mission, même si cela comporte des risques pour protéger la nation et sa population. Mais malheureusement, certains fauteurs de troubles s'infiltrent au sein de la population, que ce soit à Hersal, Tripoli ou Saïda, et nous obligent parfois à s'opposer aux habitants. Vous, militaires, vous protégez l'unité nationale. Vous avez combattu à Adaïsé, vous avez soutenu la résistance lors de la libération du Liban Sud, vous avez perdu 50 de vos compagnons d'armes durant la guerre de 2006. Vous avez protégé la démocratie et la paix civile après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Vos accomplissements sont désormais inscrits dans l'histoire nationale, personne ne pourra l'effacer. Le chef de l'État, qui a également passé en revue les troupes à la base militaire de Ras Baalbek, a vivement dénoncé les propos de ceux qui tentent d'écorner l'image de l'armée libanaise et celle de la présidence de la République. Michel Sleiman faisait allusion au discours du chef du Parti démocratique arabe, Rafat Eid, qui a accusé hier l'armée libanaise et le président Sleiman d'avoir échoué à contenir les violences qui secouent Tripoli depuis plusieurs mois. Ce mercredi, le député Mohamed Kabara a appelé le chef de l'État à visiter Tripoli et à y tenir une réunion d'urgence en présence des responsables politiques et militaires pour mettre un terme à l'effusion de sang. Au moins 31 personnes ont perdu la vie à Tripoli dans les combats qui opposent depuis plus d'une semaine les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab el-Tebbené. Des heurts qui ont également fait près de 300 blessés. La politique du Hezbollah mènera le Liban à la défaite. Ce sont les mots de Samir Jarja. Le leader des forces libanaises s'exprimait cet après-midi lors d'une conférence de presse à Mehrab, le fief DFL. Selon Jarja, le parti de Hassan Nasrallah se positionne en marge de l'État et du pacte national et va à contre-courant de la volonté de la majorité des Libanais. Le chef DFL a par ailleurs affirmé que les divergences entre son parti et le Hezbollah ne sont pas uniquement politiques mais fondamentales. Il a notamment critiqué la politique de Hassan Nasrallah qui lie le Liban à l'Iran et aux idéologies religieuses de son parti. Selon Jarja, le Hezbollah empêche l'armée de maintenir l'équilibre militaire entre le Liban et Israël. Dans un tout autre registre, le leader des forces libanaises s'est dit en faveur de la prorogation du mandat du Parlement et a réitéré son refus de la tenue d'élections législatives sur la base de la loi de 1960.
Et puis justement, le député Marouane Hamedé a annoncé que l'Assemblée générale du Parlement va se tenir ce vendredi à 15 h pour voter la prorogation du mandat de la Chambre. À l'issue de la réunion du bureau du Parlement à Ennetine, il a indiqué que ce dossier sera le seul article à l'ordre du jour de la réunion de vendredi, insistant que seuls les députés peuvent décider de la durée de cette prorogation. De son côté, le député du Coran du Futur, Ahmad Fatfat, a indiqué que tous les groupes parlementaires sont d'accord pour reconduire le mandat du Parlement, à l'exception du bloc du changement et de la réforme de Michel Aoun. Suite au dernier développement sécuritaire, Najib Miati propose une initiative qui vise à convoquer un dialogue national avec la participation de toutes les forces politiques du Liban, sans précondition. Lors d'un point de presse, le Premier ministre sortant a affirmé que les différends entre les forces politiques sont clairs, mais que les affrontements sont interdits car il faut préserver le Liban. Objectif de cette initiative, protéger et renforcer le pays, car s'aligner sur des nations mènera au conflit. Najib Miati estime que ce ne sont pas les armes de la résistance contre Israël qui sont le problème aujourd'hui, mais plutôt toutes les armes répandues à l'intérieur du Liban et qui constituent un prétexte aux autres parties. L'ambassadeur de Syrie au Liban assure que Damas est sérieux dans son aide pour libérer les pèlerins libanais enlevés en Syrie. À l'issue de sa rencontre avec le ministre sortant des Affaires étrangères, Ali Abdelkarim Ali a assuré que Damas suit ce dossier et fait de son mieux pour aider à la libération des 9 hommes enlevés depuis plus d'1 an. Seuls 2 otages ont été libérés malgré les négociations en cours entre plusieurs pays de la région. Sergei Lavrov a vivement critiqué ce mercredi la levée par l'Union européenne de l'embargo sur les livraisons d'armes aux rebelles syriens et un projet de résolution des États-Unis qui condamne le régime Assad. Le chef de la diplomatie russe estime que cela nuirait aux efforts déployés pour mettre un terme au conflit en Syrie et poserait de sérieux obstacles à la tenue de Genève 2, la conférence internationale de paix sur la Syrie. De leur côté, le Royaume-Uni et la France n'ont pas exclu d'armer les rebelles syriens avant le prochain sommet des chefs de la diplomatie européenne prévu le 1er août. Ils précisent cependant ne pas avoir encore pris de décision sur la question après la décision de l'UE de lever l'embargo sur les armes. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé la communauté internationale à ne pas livrer d'armes à la Syrie. Navi Pillay estime que si la situation actuelle persiste ou continue à se détériorer, l'augmentation des massacres intercommunautaires est une certitude plutôt qu'un risque. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit par ailleurs discuter d'urgence un projet de résolution accusant les forces du régime et des combattants étrangers de tuer des civils dans la ville de Qousseir et appelant à une enquête internationale. L'ambassadeur de Syrie auprès de l'ONU a pour sa part condamné la cession du Conseil, le Qatar et la Turquie. Il les accuse d'être partie prenante dans les massacres en Syrie en aidant à recruter des djihadistes. Pour sa part, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a confirmé à l'antenne de France Inter que les présomptions d'utilisation de gaz chimique en Syrie sont de plus en plus étayées et que si elles sont avérées, cela ne resterait pas sans conséquences. On l'écoute. On était jusqu'à présent dans un déséquilibre absolu, c'est-à-dire que, comme on vient de le dire, le régime de Bachar reçoit des armes très importantes de la part des Russes, de la part des Iraniens, de la part des Hezbollah, et de l'autre côté, les résistants se font taper sur la figure, passez-moi la vulgarité de cette expression, et eux, ils n'ont pas les moyens de répliquer. Et donc, ce qu'a décidé l'Europe, c'est d'ouvrir une faculté. Ça ne veut pas dire que, si vous voulez, lever l'embargo, ça ne veut pas dire livrer les armes. Mais c'est une faculté, si la situation l'exige, de rétablir un meilleur équilibre défensif. Nous, notre crainte, c'est qu'il y ait une collision entre l'affaire syrienne et l'affaire du nucléaire iranien. Je vous explique. À la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, les Iraniens qui veulent avoir l'arme atomique, ça va être le moment de vérité. Et nous craignons, s'ils sont présents dans la conférence sur la Syrie, qu'ils fassent traîner les choses d'une telle manière qu'il y ait un chantage qui s'exerce. En disant le moment venu, une contrepartie. Voilà, en disant le moment venu, peut-être que la Syrie, c'est soluble, mais à condition que vous nous laissiez faire l'arme nucléaire. Retour sur le plateau de l'info avec cette dernière nouvelle. L'agresseur présumé du militaire français samedi dernier à La Défense a été arrêté ce matin dans les Yvelines près de Paris. L'homme âgé de 22 ans a été interpellé par la brigade criminelle dans la rue devant un immeuble où réside un de ses proches.
Selon des sources proches de l'enquête, il s'est récemment converti à l'islam et serait partisan d'un islam traditionnaliste, voire radical. La police disposait d'images de vidéosurveillance où le visage de l'agresseur apparaissait de manière très nette. Ensuite, le jeune homme avait abandonné un sac à dos près du lieu de l'agression. À l'intérieur, un couteau et une bouteille de jus de fruits qui a permis de relever son ADN. Et surprise, l'homme est déjà connu des services de police pour des faits de petite et moyenne délinquance. Il a reconnu les faits. Réaction. Le contexte des faits qui se produisaient 3 jours après l'assassinat d'un militaire en pleine rue à Londres et la description rapide de l'auteur conduisaient dès samedi à envisager la commission d'une action terroriste. Cela amenait le parquet de Paris, en accord avec le parquet de Nanterre, à se saisir des faits qualifiés en tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Je ne peux que souligner ici la violence de l'agression extrêmement rapide dont le militaire a été victime et le fait que la volonté à ce moment-là était de tuer ce soldat apparaît assez évidente puisque l'auteur n'hésite pas en effet, et le visionnage de l'image le démontre, l'auteur n'hésite pas en effet à porter plusieurs coups avec une détermination impressionnante. Fin de partie pour Redouane Faïd. L'ennemi public numéro 1 a été arrêté cette nuit dans un hôtel de la banlieue parisienne. C'est la fin d'une traque mondiale qui aura duré 6 semaines. Le braqueur était en cavale depuis 1 mois et demi. Son évasion de la maison d'arrêt de Séquedin dans le nord de la France avait été spectaculaire. Le 13 avril dernier, Redouane Faïd avait enfilé une tenue de gardien avant de s'échapper en faisant exploser une porte. Il est soupçonné d'être impliqué dans la mort d'une policière municipale en 2010 lors d'une fusillade sur une autoroute après une tentative d'attaque à main armée. Condamné en 1999 à 18 ans de prison pour une affaire de braquage, Redouane Faïd avait été libéré en 2009 avant d'être réincarcéré en juillet 2011 pour ne pas avoir respecté les mesures de sa libération conditionnelle. En bref, dans le reste de l'actualité, et toujours en France, la ville de Montpellier au centre de tous les regards pour le mariage de Vincent Autain et Bruno Boileau. En couple depuis bientôt 7 ans, ils vont se dire oui ce soir, devenant ainsi le premier couple homosexuel à se marier en France. Même après la promulgation de la loi du 18 mai, les opposants restent virulents. 150 000 défilaient encore dimanche à Paris. Entre 50 et 100 policiers sont donc mobilisés pour l'occasion. Des centaines de journalistes et de curieux sont attendus sur place. 14 véhicules appartenant à des Palestiniens ont été endommagés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. L'opération aurait été menée par des colons israéliens après le meurtre de l'un d'entre eux le mois dernier. Ces attaques sont qualifiées de prix sur l'étiquette par leurs auteurs, des colons extrémistes qui jurent de faire payer le prix fort aux Palestiniens pour tout attentat. Et puis le numéro 2 des talibans pakistanais, Walid Rahman, a été tué dans la frappe d'un drone américain. Le raid a eu lieu dans un village du Nord-Waziristan, zone tribale du Pakistan. Walid Rahman devait succéder à Hakimullah Mehsoud à la tête de l'organisation islamiste. Le mouvement des talibans pakistanais, qui est très lié à Al-Qaïda, a lancé des attaques dévastatrices contre l'armée pakistanaise ainsi que contre des civils. Un Russe, un Italien et une Américaine, voilà le nouvel équipage de la Station spatiale internationale. Ils ont décollé hier à bord d'une fusée Soyouz du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan et sont arrivés moins de 6 heures plus tard à l'ISS. Un tel voyage dure normalement 2 jours, mais les ingénieurs russes ont développé de nouvelles procédures de guidage des fusées qui réduisent le temps de vol. Les 3 astronautes rejoignent 2 Russes et un Américain qui se trouvent déjà à bord de l'ISS depuis 2 mois et qui doivent rester encore 4 mois dans l'espace. Les 2 équipes vont mener une centaine d'expériences et de tests technologiques. La fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman arrêté le lendemain du meurtre de 3 soldats libanais par des hommes armés. Le président assure que les responsables seront arrêtés, jugés et punis. Assemblée plénière prévue ce vendredi pour voter sur la prorogation du mandat du Parlement. Ce dossier sera le seul article à l'ordre du jour de cette réunion. La Russie dénonce un projet de résolution des États-Unis qui condamne le gouvernement syrien. Pour Moscou, cette initiative va nuire aux efforts déployés pour mettre un terme à la guerre civile. Et l'homme soupçonné d'avoir agressé un militaire à la Défense a été arrêté et a reconnu les faits. Âgé de 21 ans, il s'est récemment converti à l'islam. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth
Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre nouvelle application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programme sur notre antenne et bonne soirée. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.